Bonjour, aujourd'hui je vous présente Gérald Stano, le serial killer qui a tué la paraît-il petite amie ou maîtresse, je sais même pas comment l'appeler, de Stéphane Bourgoin. Alors, qui est Paul Gene Stano? Il est né le 12 septembre 1951 à Schenectady dans l'état de New York sous le nom de Paul Zeininger. Sa mère avait déjà eu avant lui 4 enfants qu'elle avait tous abandonnés. Après lui, elle a eu encore une fille, qui est née avec des dommages au cerveau. Elle abandonne Stano et garde sa fille. À 13 mois, il sera examiné à l'orphelinat par des psychologues, qui diront qu'il avait été tellement négligé qu'il fonctionnait comme un animal, allant jusqu'à jouer avec ses excréments et les manger, et qu'il n'était donc pour l'instant pas possible qu'il soit adopté. À 19 mois, il est finalement adopté par Eugene et Norma Stano, qui changeront son nom de Paul Zeininger à Gerald Stano. Un détail de son enfance, qui peut paraître anodin, mais qui est intéressant dans ce cas, est qu'il pissait au lit jusqu'à environ 10 ans. Pourquoi intéressant? Vous qui êtes fan de serial killer, vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie des McDonald Triad. Donc, en quoi ça consiste cette théorie? Il y a des études qui ont montré qu'il y a 3 choses qui reviennent souvent chez les serial killers dans leur enfance. Petit 1, torturer les animaux. Petit 2, les feux, mettre le feu, faire des incendies criminels. Et petit 3, pisser au lit jusqu'à un âge avancé. Et en effet, on peut se rendre compte qu'il y a des serial killers très connus, comme par exemple un que vous connaissez tous, The Green River Killer, Gary Ridgway, qui effectivement était lui aussi un bedwetter. Donc cette théorie, elle dit que s'il y a au minimum 2 sur ces 3 éléments qui apparaissent chez un sujet, un enfant donc, il va falloir surveiller son comportement pour pas que ça devienne quelqu'un de violent, ou encore pire, un serial rapiste ou un serial killer. Et donc cette étude, elle est validée, devinez par qui? Je vous le dis de suite, c'est pas par Stéphane Bourgoin. Par un agent FBI que vous connaissez maintenant tous, Monsieur John Douglas. D'autres traits qu'on trouve aussi beaucoup apparemment chez les serial killers, c'est que durant son adolescence, il avait des problèmes relationnels avec les autres élèves à l'école. Il était victime de moqueries de la part des filles, et il était victime d'intimidation aussi. À partir de 14-15 ans, il commence à avoir des problèmes avec la justice, des problèmes de comportement. Il est arrêté, notamment pour avoir... en France, on ne risque rien pour ça. Mais là-bas, aux États-Unis, il a été arrêté pour avoir fait sonner une alarme incendie pour rien, et pour avoir jeté des pierres sur des voitures depuis un pont. Ses parents, pour le calmer, ils décident de l'inscrire dans une école militaire, mais ça marche pas, il commence à voler les autres élèves, à leur voler de l'argent et leurs affaires. En 1967, alors qu'il a 16 ans, sa famille décide de déménager à Norristown, en Pennsylvanie. Là-bas, il continue à voler de l'argent aux élèves, à voler sa famille, il commence à faire l'école buissonnière, toujours des problèmes de comportement. Et ça durera pendant des années. Alors qu'il est dans la vingtaine, il est tellement menteur, voleur, tricheur, etc., qu'il vole de l'argent à ses parents pour payer les autres joueurs. Quand il joue, il fait de l'athlétisme. Il paye les autres pour le laisser arriver en premier. En cours, il est très mauvais, il redouble des classes, etc. Mais finalement, il recevra quand même son high school diplôme, qui est, je pense, le bac en France. Après ça, il s'inscrit dans une école d'informaticien, s'installe dans un hôtel. Là-bas, il obtiendra son diplôme et trouvera un travail dans un hôpital dans le coin. Mais après, il a été viré pour avoir volé encore de l'argent aux gens avec qui il travaillait. Il est obligé de retourner chez ses parents.
Au bout d'un moment, il en a marre de vivre avec ses parents. Il décide de déménager dans le New Jersey, où il va rencontrer une fille qui est retardée mentale légèrement. Il la met enceinte. Le père de cette fille, il vient le menacer avec une arme pour qu'il paye pour l'avortement. Et après l'avortement, Gérald Stano, il commence à boire, à prendre de la drogue. C'est le début de la déchéance. Alors qu'il est au fond du trou, ses parents, ils décident de déménager en Floride pour aider une personne âgée de leur famille. Lui, il va les suivre. On est en 1973, et c'est là-bas en Floride que les meurtres vont commencer. À partir de 1973, de partout où il passe, la police retrouve des corps. Mais je ne vais pas vous les énumérer un par un, parce qu'il aurait 41 victimes. Aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est Susan Beckrest. Donc, en 1974, il continue à se droguer, à faire des petits boulots, d'où il se fait virer pour ses retards ou pour des vols. Et ça va durer jusqu'en 1975, quand il va rencontrer une coiffeuse de 22 ans. Il va arrêter la drogue et l'alcool, et il va se marier avec elle en juillet 1975. Malheureusement, ces vieux démons, il le rattrape vite fait. Et quelques mois après, en décembre 1975, il commence déjà à boire et à frapper sa femme. Et c'est à cette période-là, exactement le 20 décembre 1975, que sera tuée Susan Beckrest. Je reviendrai sur son meurtre plus tard, après vous avoir expliqué un peu la timeline de la vie de Stano, que vous compreniez qui il est. Et après on y reviendra au meurtre de Beckrest. Donc, en juin 1976, un an après le mariage, la femme de Stano, elle veut divorcer. Lui, il retourne chez ses parents. Et à cette époque, la police, elle a déjà retrouvé une demi-douzaine de cadavres. Dans les 4 années qui suivent, ils trouvent encore une quinzaine de cadavres. Jusqu'au 25 mars 1980, où une prostituée qui s'appelait Donna Hensley identifie Stano comme étant celui qui l'a poignardé lors d'une passe. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc cette fille, elle faisait la prostituée. Stano, il l'a pris dans sa voiture, il l'a amené à un motel. Arrivé à l'hôtel, la fille, elle a voulu qu'il paye à l'avance. Il y a une altercation qui s'en est suivie. Et lui, il lui a mis un coup de couteau dans la jambe. Elle a eu 27 points de suture. À partir de là, elle est partie au commissariat de Daytona Beach. Elle a dit aux policiers qu'il avait une voiture rouge. Les policiers, ils ont commencé à guetter, ils ont vu la plaque du gars. Ils ont regardé dans le fichier qui c'était. Ils ont vu qu'il avait un dossier criminel, même s'il n'avait jamais été condamné, il avait déjà été arrêté plusieurs fois. Et bien sûr, ce qui c'était Gérald Stano. Donc ils l'ont placé en garde à vue. Il a avoué au bout d'un moment les faits pour cette prostituée. Et en plus, il a avoué un meurtre. Il a avoué le meurtre de Marie-Carole Maher. Une fille qui avait été enlevée à la sortie d'un bar alors qu'elle faisait du stop. Et qui avait été assassinée. Il y avait des adolescents qui ont retrouvé son corps. Et personne n'avait su qui c'est qui l'avait tué. En fait, c'était Stano. Peu après, il y a un autre corps qui est retrouvé, celui de Tony Van Addox. Et bien sûr, les policiers viennent d'arrêter un mec comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'interrogent à propos de ça aussi. Stano, il avoue ce meurtre aussi. À partir de là, la police, elle ressort toutes les cold cases de la région et elle l'interroge à propos de tous ces cold cases. Ils arrivent à lui coller donc 3 meurtres sur le dos. Mais lui, il dit qu'il va donner d'autres victimes lors du procès. Et en 82, alors qu'il est en prison en Floride, il marronne parce qu'il n'a pas eu l'attention qu'il cherchait. Il va avouer encore une vingtaine de morts, dont celle de Beckrest. Suite à ses aveux, il y a les procès, il est condamné à la chaise électrique. Il va y avoir des appels, tout faire pour retarder l'exécution. Mais finalement, le 23 mars 1998, il a 46 ans et ils l'ont passé à la chaise électrique.
Voilà donc qui était Gérald Stano, le meurtrier de la supposée petite amie de Bourgoin. Alors il y a une polémique, apparemment aux États-Unis, concernant ce serial killer. C'est qu'il clame avoir 41 victimes. La police, elle a pu lui en trouver 22 qui peut coller avec ses dires. Mais apparemment pour le reste, il aurait avoué en fait pour se faire mousser. J'ai trouvé pas mal d'articles, pas mal de personnes qui discutent de ça et qui disent que c'est un serial confessor. Qu'est-ce que c'est un serial confessor? Vous en connaissez un, que d'ailleurs on ne peut pas l'enlever, celui-là, à Stéphane Bourgoin l'a bel et bien rencontré, c'est Otis Toole. Voilà, Henry Lulica et Otis Toole, ils ont avoué des meurtres qu'ils avaient peut-être pas commis. Ben Stano apparemment c'est pareil. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite parenthèse à propos de ça. Maintenant je vais vous parler de la surnommée Eileen, qui est donc dans la vraie vie Susan B. Crest. Il n'y a pas beaucoup d'informations à propos d'elle, mais je vais vous donner ce que j'ai pu trouver. Donc, on sait qu'elle est née le 5 août 1951, qu'elle était originaire de Brook Park dans l'Ohio, et qu'au cours de l'année 1975, elle est descendue en Floride pour travailler pour se payer ses études, car elle voulait être cosmétologue. Et apparemment, elle aurait travaillé comme serveuse dans un bar-restaurant qui s'appelle le PJ's Bar à Daytona Beach. Maintenant, venons-en à son meurtre. En fait, Stano l'a repéré à la sortie d'un bar, il l'a suivi, il l'a enlevé et il l'a tué. C'était dans la nuit du 19 au 20 décembre 1975, et dans la journée du 20, il y a 2 pêcheurs qui ont trouvé le corps dans un cours d'eau. Je vais maintenant vous raconter les faits exacts, plus en détail, mais sans commencer à bourgouiner, à exagérer, à dire des trucs genre il l'a éventré et il l'a ligoté avec ses tripes, des trucs comme ça, sans rajouter des détails macabres pour rien. Je vais tout simplement vous lire un document officiel qui a été utilisé pendant le procès. Donc, le 19 décembre 1975, Gérald Stano est allé au PJ's Bar dans sa Plymouth Satellite 1973. Le bar avait une offre spéciale consistant à avoir 2 verres pour le prix d'un. Stano a pris quelques verres avant de partir au moment de la fermeture. Il a décidé de faire un tour en ville pendant un petit moment. En sortant du bar, il a repéré une brune montée dans une Camaro blanche avec un toit noir. La fille, Susan B. Crest, est partie dans une direction et Stano dans une autre. Stano s'est arrêté dans une épicerie pour acheter un pack de bière et a commencé à penser à la fille avant de décider de voir s'il pouvait pas la trouver. Il a remonté la rue avant de voir la Camaro en train de rouler dans une rue adjacente et il a décidé de la suivre pour engager la conversation. Il l'a suivie jusqu'au Derbyshire Apartments, arrivant quelque part entre 3 et 4 heures du matin. B. Crest s'est garé devant l'appartement, Stano il s'est garé derrière elle, et ils ont commencé à discuter. Il l'a invité à monter, et elle est montée volontairement. Et après, il lui a proposé d'aller faire un tour. Durant le trajet, B. Crest a commencé à se demander ce qui se passait. Elle a commencé à s'énerver. Et dans l'opinion de Stano, elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Il lui a mis une droite dans la figure, ce qui a marché pour la sonner et la calmer pour un petit moment. Durant le trajet, Stano il a eu besoin de s'arrêter. B. Crest, elle a essayé de sortir de la voiture, mais Stano il a repoussé dedans et a verrouillé les portes. Sa voiture, elle avait un système anti-vol, ce qui rendait difficile à ouvrir si vous aviez les mains qui transpiraient. Stano il a pris l'autoroute 95, et B. Crest elle a commencé à fortement s'agiter et se débattre. Stano s'est garé sur le bas-côté et l'a étranglé. Il l'a porté jusqu'à une zone marécageuse et l'a laissé dans un coin sablonneux. Le 20 décembre 1975, son corps est retrouvé flottant dans Spruce Creek,
près de Moody Bridge. La police du comté est dépêchée sur les lieux, où ils récupèrent le corps avec un petit bateau. Le corps il a été découvert à une trentaine de kilomètres de l'appartement de Beecrest, à peu près 25 minutes de voiture. À l'autopsie, le médecin légiste trouve sur le corps de Suzanne un œil au beurre noir, 2 petites éraflures sur son nez, une petite coupure à l'intérieur de sa lèvre, des traces de strangulation à main nue et des indices qui indiquent une noyade. Les indices qui faisaient penser à une noyade sont que ses poumons avaient beaucoup gonflé et qu'elle avait un œdème pulmonaire. Aussi a été retrouvé dans le corps des résidus argileux qui indiquent qu'elle s'est noyée dans des eaux peu profondes. En gros, il a conclu que sa mort est due à la strangulation et à la noyade. Que sa mort n'a pas été rapide, mais qu'elle avait perdu conscience rapidement à cause de l'étranglement et qu'ensuite elle s'est noyée. Il y a encore quelque chose de pas clair là. Je sais pas si ça vient de Stéphane Bourgouin ou des médias, mais où ils sont allés pêcher qu'elle avait été retrouvée dans un étang déjà. Qui plus est dans un étang dans le Nevada. Alors que l'étang de Spring Creek dans le Nevada se situe à plus de 4000 bornes de Daytona, complètement de l'autre côté des États-Unis. Mais surtout, c'est quoi cette histoire de prostitution? Dans les médias, il n'y a rien qui indique qu'elle se livre à la prostitution. Quatrième œil, je sais pas ce qu'ils vont faire. La dernière fois, j'avais vu qu'ils voulaient arrêter, et puis que finalement, vu l'attitude de Stéphane Bourgouin, ils allaient continuer à creuser. Mais là, il y a sûrement encore des trucs à éclaircir. Enfin, seul l'avenir nous le dira. En attendant, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, abonnez-vous, likez, et je vous dis à bientôt. Merci.